Merci d'être en direct sur le plateau de BFM Story, parce qu'avec vous, nous allons reparler de ce qui s'est passé. En fait, ça a commencé jeudi dernier avec un enlèvement en plein jour du père d'un millionnaire de la crypto-monnaie. C'est ça, et c'est l'assaut de la BRI qui a permis de le libérer. C'était samedi. Oui, absolument. Donc d'abord, vous dire la grande satisfaction des enquêteurs d'avoir pu aboutir au bout de 58 heures à libérer cette personne qui, en effet, était enlevée dans le 14e arrondissement de Paris, jeudi matin. En pleine rue. Par un commando de malfaiteurs cagoulés. Ouais. Il a été ciblé par ce commando. 7 individus d'ailleurs ont été interpellés. Pourquoi lui, précisément? Alors ça, il faudra le demander aux malfaiteurs qui sont derrière cette action criminelle. En tout cas, voilà, c'est effectivement, sans pouvoir rentrer dans les détails, parce que l'enquête judiciaire est en cours, ma direction, la direction de la police judiciaire, de la préfecture de police, travaille sous l'autorité du parquet, en l'occurrence la juridiction interrégionale spécialisée, la JIRS de Paris. Et donc, ce qu'on peut dire, sans rentrer dans trop de détails, puisque les gardes à vue se poursuivent, c'est que c'était le père d'un jeune homme qui a fait fortune, qui a, voilà, en tout cas, qui a réussi dans le milieu de la crypto-monnaie. Donc il a été enlevé. Ensuite, il a été emmené en région parisienne, à Palaiseau, dans un pavillon, dans l'Essonne. Et à ce moment-là, il a été torturé. Alors, là, vous racontez les choses de façon très condensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on est saisi, évidemment, cette victime n'est pas dans nos radars. On démarre l'enquête de zéro. Grâce aux témoignages, notamment de ceux qui ont vu l'enlèvement. En fait, ce sont des personnes qui racontent que cet homme qui promenait son chien dans la rue s'est subitement fait attaquer par ce commando, monté dans une camionnette siglée UPS, et donc a été emmené. Donc c'est vraiment le point de départ de l'enquête. Donc on prend évidemment tout de suite très au sérieux ces faits. On comprend tout de suite qu'on est sur des faits graves d'enlèvement. Et donc là, il y a une sorte de rouleau compresseur qui se met en place. C'est la méthode de la police judiciaire. Il y a plusieurs services de police qui sont mobilisés en fait, on constitue assez vite une task force d'une centaine d'enquêteurs qui sont issus de divers services, et chacun va venir travailler dans son cœur de métier, son pôle d'expertise. Donc il y a la BRB, la brigade de répression du banditisme, il y a la brigade criminelle, il y a la BRI, il y a la brigade de lutte contre la cybercriminalité, pour l'essentiel. Et ensuite, on va constituer des ateliers thématiques, ceux qui vont être chargés du recueil des témoignages et de la vidéoprotection, ceux qui vont faire les constatations, ceux qui vont être chargés des opérations de terrain, ceux qui vont s'intéresser à tout l'aspect crypto-monnaie, puisque voilà, on comprend assez vite qu'on est dans ce domaine-là. En fait, une course contre la montre qui se met en place. C'est une course contre la montre, et tout se joue dans les premiers instants. Tout se joue. Pourquoi ? Parce que, en fait, il faut tout de suite partir sur les bons rails, je dirais, lancer les bonnes investigations. Ce qui est très important aussi, et je le signale, et ça a été le cas dans cette affaire, c'est la confiance qu'il y a entre les enquêteurs et le parquet, et les magistrats. Là, le parquet nous a fait confiance, on a élaboré très vite une stratégie ensemble, et donc on l'a suivi, et ça nous a permis d'accumuler des données colossales. C'est pour ça que on peut parler d'une enquête vraiment hors norme, titanesque. Oui, mais très rapide. Alors, les données, on les accumule de façon assez rapide, puisque c'est des données... C'est quoi? C'est la géolocalisation, des portables. Quand vous n'importe qui va utiliser son portable dans l'espace public va laisser des traces. Donc là, on va recueillir des données sur le lieu de l'enlèvement dans un premier temps. Il y a la vidéo protection, ce qu'on appelle le PZVP à Paris. Il y a les témoignages oculaires. Il y a les témoignages, etc. Puis après, il y a la fuite de la voiture des malfaiteurs et tout ça. Donc on accumule un tas de données. Et là, ce qui a été difficile dans cette enquête, et encore une fois, je ne peux pas rentrer dans le détail puisque le parquet communiquera. Et les gardes à vue se poursuivent en ce moment. Et les gardes à vue sont en cours au moment où on se parle. Ce qui a été compliqué dans cette affaire, c'est que on est vraiment face à des malfaiteurs qui utilisaient ce qu'il y avait de plus pointu dans le domaine de la criminalité organisée pour s'anonymiser, pour ne pas qu'on remonte à eux. Ça veut dire quoi ? À la fois dans leurs échanges entre eux, dans leur façon de communiquer, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est-à-dire qu'ils utilisent par exemple des réseaux cryptés ? Des réseaux cryptés, mais ça va au-delà, parce que utiliser des réseaux cryptés, tout le monde le fait. Oui. Mais là, ça va au-delà d'utiliser simplement des réseaux cryptés. Ça veut dire quoi ? Vous pouvez nous donner un exemple ? Non, sans rentrer dans les détails. J'ai pas envie de donner des petites recettes à éventuellement des gens malins. Ça veut dire quand même que c'est des gens qui sont aguerris alors. C'est des gens qui Ils sont jeunes, les individus qui ont été interpellés. 18 à 30 ans. Ouais, 99, 98, 2005, 2022. 2002. Enfin 2002, pardon. Ils sont très jeunes. Alors ils sont très jeunes, effectivement.
N'empêche que ce qu'on constate, c'est qu'ils suivaient un plan. Alors, qui a fait ce plan? Est-ce que c'est eux? Est-ce que c'est d'autres? Ça, c'est l'enquête qui le déterminera. Ils suivaient un plan et des méthodes qui étaient très sophistiquées. Très sophistiquées. Donc, on a accumulé tout un tas de données, ok? Et en fait, la difficulté, c'est ensuite, une fois qu'on accumule toutes ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les exploite? Et comme ils commettaient très peu d'erreurs, il fallait chercher la faille. Et donc ça a pris du temps. Ça a pris quasiment 48 heures pour enfin arriver dans ces données colossales, hein, c'est des milliers de réquisitions dans tous les sens, à trouver la petite aiguille dans tout le jeu, parce qu'ils commettent forcément une erreur à un moment. Je veux dire, tous les voyous commettent une erreur, et c'est pour ça qu'ils nous trouvent sur leur chemin et que bien souvent on arrive à les neutraliser. Et donc cette petite aiguille qui intervient à peu près 48 heures après les faits, nous permet de remonter petit à petit jusqu'à eux. Et donc, ça va nous mener, comme vous l'avez dit en préambule, ce fameux pavillon. Un pavillon à Palaiseau, sauf que quand on localise le pavillon, en fait, on en est sûr à 70-80%. On n'est pas complètement sûr. Et là, le temps tourne. La victime qui est séquestrée a déjà subi des atteintes à son intégrité physique. Parce qu'on lui a sectionné un doigt, pour faire pression sur sa famille. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail par respect pour la victime. Et on s'approche, donc samedi en fin de journée, on s'approche d'un nouveau terme, d'un nouvel ultimatum des ravisseurs qui disent, voilà, si vous ne payez pas la rançon, et la famille et le fils en particulier n'étaient pas en mesure de payer de toute façon, si vous ne payez pas, il y aura de nouveau une atteinte grave à son intégrité physique. D'accord. Voilà. Ah oui, il y a urgence. Il demandait combien? Il demandait plusieurs millions d'euros, sans rentrer dans le détail. Et là, il y a une urgence parce que du coup, on se retrouve avec cet ultimatum où évidemment la priorité, c'est préserver la vie de la victime au maximum. Et le fait qu'on a peut-être localisé le pavillon, mais qu'on n'en est pas sûr. Voilà. Et là, on rentre dans le bilan. Est-ce qu'on y va ou pas? Risque. C'est un pavillon qui avait été loué, hein, c'est ça? C'est un pavillon qui avait effectivement été loué pour une courte durée. Et donc, on a la BRI qui est sur place. Alors, la BRI, c'est la partie émergée de l'iceberg. Hein, c'est la partie qu'on voit. La brigade d'intervention. Qui intervient. Tous. Mais derrière, il y a, comme je vous l'ai dit, une centaine d'enquêteurs de la BRB, de la CRIM, de la brigade de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, tous les enquêteurs sont à notre siège, le 36, le 36 Bastion. Et on a le chef de la BRI en communication. À ce moment-là, on est tous dans l'atrium de la BRB. Et il faut décider. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On y va ou on n'y va pas? Sachant qu'il y a le risque. Sachant que c'est un fusil à un coup. Si on y va et qu'on intervient, forcément, ça va se voir. On n'est pas sûr de la maison exactement, mais on est quand même à peu près sûr du quartier. Ça pourrait être une maison à côté. Exactement. Donc, si on intervient que c'est pas la bonne, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'otage? Voilà. Donc, il y a vraiment un gros risque. C'est vous qui avez pris le... Donc, je prends la décision d'intervenir après avoir eu Laure Bécuot, la procureure de Paris, qui valide ma décision et notre stratégie, parce qu'encore une fois, c'est cette confiance enquêteur-magistrat qui permet de réussir dans ces dossiers. Et donc, je donne le go au chef de la BRI qui est sur place. On est tous à l'écoute radio autour. Et je lui dis, c'est bon, go, on peut y aller, tu peux donner l'assaut. Et là, il s'écoule 20 ou 25 minutes, en fait. Le temps que la BRI s'équipe, constitue les colonnes pour encercler la maison, etc. Là, il y a un silence total. Tous les enquêteurs, tout le monde arrête ses procès-verbaux, ses rédactions, enfin tout ce qu'il est en train de faire. Tout le monde vient là, tout le monde écoute. Donc, il y a un grand silence. On entend la BRI progresser sur les ondes. Le chef de la BRI donc indique que voilà, il donne l'assaut. Donc là, il y a du bruit, il y a l'intervention, et voilà, quelques instants après, il prend la radio et il dit jackpot. Signe que tout va bien. Dans notre jargon, les objectifs ont été interpellés. Voilà, c'est bon. Jackpot, c'est surtout qu'on a libéré, enfin qu'on a retrouvé et libéré l'otage. Comment les interpellations se déroulent? Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, des échanges de coups de feu? Plutôt non. Est-ce qu'ils vous opposent une forme de résistance? Alors, la BRI progresse. Encore une fois, je ne peux pas rentrer trop dans le détail des faits. Tout ça est couvert par le secret de l'enquête. Il n'y a pas d'échange de coups de feu. Les personnes qui se trouvent dans la maison sont neutralisées. Et surtout, la victime, la personne retenue, est libérée. Et ça les sauve. Elle est, encore une fois, je ne peux pas, par respect pour elle et pour ses proches, mais elle a eu des conditions de détention très difficiles. Elle est blessée physiquement et moralement, comme on l'imagine. Et il faut savoir que dans chaque colonne d'intervention de la BRI, voilà, il y a un médecin de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris qui lui prodigue les premiers soins avant qu'il soit médicalisé. Pour suivre l'assaut, est-ce que c'est filmé?
C'est pas filmé. Donc vous n'avez pas de retour On n'a pas par de retour. image. Non, on n'a pas Donc de c'est le retour. son en fait. C'est le son. C'est le son. Et je peux vous dire que quand Donc vous entendez les hommes de la BRI qui progresser, progresser Oui. dans le silence, j'imagine, pour Oui. pas se faire. Oui. Et voilà. ensuite, il y a les quelques secondes de l'assaut où là, bon, c'est forcément, ça va vite. c'est un peu bruyant. Et je peux vous dire que quand il y a ce mot jackpot, c'est un soulagement indescriptible. Je veux dire, dans une carrière de policier, en PJ, on vit pas ça tous les jours. Et là, les enquêteurs ont applaudi, on s'est pris dans les bras les uns les autres. Enfin, c'était vraiment un soulagement énorme. Et les ravisseurs, ils se sont montrés violents parce qu'ils étaient armés, ils étaient quand même bien équipés, comme vous l'avez dit. Pour avoir commis effectivement les graves blessures en question, oui, effectivement, ils étaient équipés, ce qui aujourd'hui fait que l'enquête est ouverte aussi pour des actes de torture et de barbarie. L'enlèvement, séquestration est aggravé par ces actes de torture et de barbarie, si bien que ces jeunes hommes qui sont présumés innocents, mais qui sont si jamais ils sont déférés, mis en examen, eh bien ils encourent tout de même la réclusion criminelle à perpétuité. Comment ils ont été choisis? Ils ont été recrutés sur Internet, c'est ça? Non, alors ça, on peut absolument pas le dire. On n'en sait rien pour l'instant. Ils se connaissaient ou ils sont recrutés On a plusieurs personnes en garde à vue. Il faut qu'on détermine le rôle de chacun. Ce sont des Français? Pour la plupart, oui. Ensuite, connus des services de police et de justice. Connus. C'est des gens d'une vingtaine d'années. Ce sont tous des hommes qui sont connus, mais qui n'ont pas non plus un palmarès, si évidemment ce terme est ironique. Ils sont violents. De très très haut niveau. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément aguerris, mais c'est pas pour ça qu'ils ne sont pas violents. Alors, encore une fois, je veux pas trop parler de cette affaire-là précisément, parce que tout est en cours et seul le parquet pourra vous donner plus de détails. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les affaires en général que la PJ traite, on a en effet de plus en plus de jeunes délinquants, de membres du narcobanditisme, qui sont recrutés au contrat, à la commande. Alors c'est vrai pour le trafic de stupes lui-même, c'est vrai pour les règlements de compte, c'est vrai pour les homejacking, les attaques à domicile. On a des gens jeunes, inexpérimentés, qui, quand ils commettent leur action criminelle, s'ils sont confrontés à la moindre résistance, si le plan ne se passe pas comme prévu, très vite ils paniquent, très vite ils tombent dans la violence, et donc c'est encore plus dangereux. On n'est pas du tout sur les beaux voyous, comme on les appelait en PJ, qui avaient un code d'honneur il y a 20 ou 30 ans. C'est la deuxième affaire d'enlèvement quand même liée à la crypto-monnaie. Il y a eu l'affaire David Ballon, effectivement, qui a été très médiatisée il y a quelques semaines de cela. Mais en décembre dernier, le père d'un influenceur déjà avait été enlevé en province. Il y avait eu un autre fait similaire il y a un an et demi, toujours visant un influenceur en crypto-monnaie. Il y a un vrai sujet en ce moment d'inquiétude sur les profils de ces victimes-là, qui parfois ont aussi la mauvaise idée, j'allais dire, de mettre un petit peu sur les réseaux sociaux, d'étaler comme ça un petit peu leur réussite et forcément de donner l'envie à des malfaiteurs de s'en prendre à eux. Quelles sont les leçons à tirer de ce qui s'est passé? Alors, les leçons à tirer, je dirais, pour nous, police judiciaire, et pour d'éventuelles futures victimes. Pour nous, police judiciaire, on avait déjà commencé, il y a quelques mois, à la police judiciaire de la préfecture de police, à faire des réunions de travail avec justement la brigade criminelle, la BRI, la brigade de lutte contre la cybercriminalité, la BRB, les services qui ont agi aujourd'hui, pour mettre en place des plans d'action si ce genre d'affaires arrivait. Voilà, donc, et d'ailleurs, ça nous a servi à être positionnés et à réagir vite. Donc ça, c'est voilà, quelles sont les méthodes qu'on emploie d'un point de vue policier, et donc on va en tirer beaucoup de leçons forcément. Après, pour les victimes, que ce soit les personnes qui ont fait fortune en crypto-monnaie, que ce soit les gens qui s'exhibent sur les réseaux sociaux avec des montres de luxe, des sacs de luxe, richesse. Exactement. Forcément, c'est des gens qui s'exposent. Et il faut savoir qu'il y a des malfaiteurs. Il y a des malfaiteurs aujourd'hui qui passent leur temps à cibler ces gens-là et qui ensuite vont repérer les adresses. Exactement. Ils les repèrent, ils les identifient, ils les logent dans notre jargon, et ensuite ils vont payer des équipes. Parfois des équipes à tiroir, qui ne sont pas des équipes constituées, qui peuvent changer du jour au lendemain pour aller faire les attaques. Et sur la crypto-monnaie en particulier, c'est particulièrement un domaine, je dirais, sensible, parce que l'argent est très facilement transférable, et surtout c'est visible. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous pouviez voir ce que chacun a sur son compte en banque, votre voisin, votre collègue, dans des banques traditionnelles. Là, la crypto, c'est un peu ça. À partir du moment où vous avez le numéro de ce qu'on appelle les wallets,
où sont stockées les crypto-monnaies, vous pouvez savoir à qui c'est attribué et savoir ce qu'il a. On voit le montant. Voilà, donc tous les fonds sont traçables et sont facilement accessibles. Aujourd'hui, aller braquer une banque, aller braquer une bijouterie, c'est devenu marginal parce qu'il y a des procédures. Donc, ce sont les nouvelles cibles. Passive. Donc, c'est accéder à l'argent facilement et une fois qu'on l'a, cet argent, pouvoir le transférer et le blanchir facilement, puisque ça passe de wallet en wallet. C'est sur des plateformes qui sont plus ou moins sécurisées. L'argent peut arriver dans des pays étrangers, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, où forcément la coopération va être plus compliquée. Et quand ils arrivent dans ces pays-là, ça peut ressortir, je dirais, dans l'économie réelle, sur des comptes bancaires, et puis ils arrivent à récupérer l'argent comme ça. Prudence aussi, même avec ces nouvelles technologies. Votre Exactement. ancien patron, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui garde des Sceaux, Gérald Darmanin, estime qu'il n'y a plus de lieu safe en France. C'est-à-dire sûr. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on se trouve sur l'espace public, par définition, il peut vous arriver quelque chose. Et plus aujourd'hui qu'avant? Après, moi, je suis patron de la police judiciaire de la préfecture de police. Aujourd'hui, j'ai travaillé il y a peu de temps aussi en province. Ce qu'on peut objectivement constater, c'est que dans des villes petites ou moyennes, il y a aujourd'hui un niveau de violence, notamment dans le narcobanditisme, qu'on ne connaissait pas il y a 5 ou 10 ans. Donc oui, en effet, cette violence, elle est présente dans la société. Et pour ce qui est du narcobanditisme en particulier, elle touche aujourd'hui l'ensemble du territoire et plus forcément les grandes métropoles comme auparavant. Oui. Et donc, quel message envoyer aux citoyens? Soyez plus sous vos gardes qu'avant, Vous voulez dire par rapport aux attaques dont on parlait sur cette affaire, par rapport à cette insécurité, par rapport à des gens qu'on peut rencontrer, même sur l'espace public? Non, moi je pense que les citoyens dans l'espace public, ils peuvent avoir confiance dans leur service de police. Alors là, c'est le préfet de police. Les services de police qui n'arrêtent pas de dire on manque d'effectifs justement pour pouvoir assurer la sécurité du quotidien, les patrouilles et autres. Est-ce que c'est vrai? Alors, on peut toujours mettre... Parce que c'est ça qui rassure les Français aujourd'hui, c'est de la présence dans la rue. On peut toujours mettre un policier derrière chaque citoyen et considérer que ce serait plus sécure. Bon, après, il faut trouver le juste équilibre. Moi, je ne veux pas parler au nom du préfet de police, notamment par rapport à la sécurité du quotidien dans l'agglomération parisienne. Il vous le dirait mieux que moi, mais il y a des chiffres qui sont orientés à la baisse de façon régulière et de façon très sensible. Les agressions dans les transports en commun, les vols avec violence, tout ça diminue quand même. Donc il faut voir effectivement le côté violent de la société pour une frange d'individus, mais il faut voir aussi les choses qui marchent mieux, qui s'améliorent. Et il y a un gros travail qui est fait par l'ensemble des services et notamment la police judiciaire.